Salut à tous, c'est Maître Renard. Aujourd'hui on va essayer un coupé coréen moderne très peu courant dans l'hexagone. Le genre de bagnole que quand quelqu'un te demande « Eh, t'as quoi comme bagnole ?» En général, il est obligé de demander à Google parce qu'il sait pas du tout de quoi ça s'agit. Cette voiture, c'est la Hyundai Veloster. Le design général de la voiture est assez original, avec un look clairement sportif et dénote bien avec les voitures des gammes européennes qu'on a l'habitude de croiser chez nous. C'est normal, c'est une Asiate, me direz-vous. Mais le Veloster est-il une bonne voiture pour se la jouer Teriyaki Boys, comme son look le laisse penser? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Alors derrière cette face avant atypique, on retrouve un moteur essence 1600 cm3 atmosphérique de 140 chevaux, couplé à une boîte manuelle 6 rapports. L'absence de turbo peut paraître très peu séduisante sur le papier, et la presse auto de l'époque était assez unanime là-dessus, mais il ne faut pas oublier que ça fait aussi tout ça de pièces en moins qui risquent de tomber en panne. Hyundai a sorti une version turbo de 180 chevaux, mais aujourd'hui en occasion, il faut rajouter près de la moitié du prix pour pouvoir en trouver une. Sans compter qu'elle est très rare car elle était très peu vendue à l'époque. Le modèle a perduré au catalogue Hyundai de 2011 à 2017 avant d'être assassiné par les normes Euro lors de sa refonte en 2018. Et c'est bien dommage parce qu'elle est carrément cool. Mais la grosse particularité de cette voiture, c'est dans ses portes. Une porte. Deux portes. Le haillon. Trois portes. Il manque une porte là. Et 4 portes. Mais dis-moi Jamy, il manque une porte là. Et voilà, c'est la particularité de ce modèle. Les portes sont asymétriques. Il n'y a bien qu'une seule porte du côté conducteur. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Le seul truc que je remarque, c'est que l'accès à la banquette arrière se fait côté trottoir. Et à mon avis, c'est pour pouvoir faire descendre les enfants en toute sécurité côté trottoir. Oui, parce que quand je dis enfant, je fais 1m75 et j'ai déjà la tête qui touche le plafond. Puis en tant qu'adulte, pour sortir du côté passager où il n'y a pas de portière, eh ben c'est bien compliqué. L'intérieur donc, c'est là que le Veloster se rattrape énormément sur ses concurrentes. Les sièges plutôt baquets sont en cuir et sont chauffants, un bonheur l'hiver. Le volant est lui aussi en cuir avec une multitude de boutons, régulateur, autoradio, téléphone Bluetooth. Le compteur et la grande console centrale participent au look moderne voire futuriste de l'ensemble. La finition générale ne fera pas concurrence aux allemandes, mais c'est très correct. Au niveau des options, la voiture dispose aussi du démarrage sans clé, d'une caméra de recul, de la clim et surtout, le summum de la frime, un toit ouvrant. Bon, on est en Bretagne, ça sert qu'entre le 14 et le 15 août, mais c'est la classe. Si on devait chipoter, la garniture des sièges n'est pas très épaisse, du coup ils sont un peu durs. J'imagine que c'est lié au fait qu'ils sont chauffants. Et sinon le toit ouvrant, dès qu'on dépasse 100 km/h, il commence à être un peu bruyant. Après pour ce qui est des places arrière, clairement, faut pas être trop grand. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus sur une voiture, c'est sa conduite. Allez, c'est parti. Le premier truc qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est une voiture qui se veut sportive. Du coup, le châssis est assez dur et on est assis relativement par terre. Alors c'est très agréable en dynamique, mais c'est vrai que le châssis est un peu dur et sur les routes un peu défoncées, on le ressent bien. Alors pour ce qui est du moteur, le 1600 cm3 GTI de cette voiture pourrait paraître suffisant pour tracter les 1 tonne de la voiture. Malheureusement, un petit turbo n'aurait pas été de trop. Après, le châssis sur une route relativement en bon état est quand même très confortable. On sent qu'il est quand même très dur sur les pavés, sur les routes défoncées et sur les dodanes illégalement qui fleurissent un peu partout en France. Alors, petite démonstration d'à quel point le châssis est un peu dur sur les petits dodanes. Je suis à 20 km/h et on sent que ça tape. Ça, si je devais comparer avec mon AX, effectivement le châssis est très dur. Ensuite en dynamique, il est vraiment très agréable. Bon après depuis le début de cet essai, je vous dis que le moteur de cette voiture, il n'a rien sous le capot. C'est pas exactement vrai. Si on appuie,
moteur. C'est-à-dire qu'il freine franchement bien. Et couplé à toutes les assistances qu'il y a sur cette voiture, c'est quasiment impossible de le mettre en défaut. J'ai essayé un petit freinage d'urgence une fois sur la 4 voies sous la pluie. Je peux vous dire que j'étais bien content d'être dans cette voiture et pas dans mon AX. Alors sinon, la garde au sol de la voiture, on est assez bas. Mais les roues sont tellement situées aux extrémités de la voiture que du coup on ne frotte pas les bas de caisse à l'avant et à l'arrière sur les dos d'âne et sur les rampes d'accès de parking. Ce qui est plutôt très agréable. Non mais t'es un malade toi, c'est un coupé, évidemment qu'on va pas le faire. Sinon on a aussi le rayon de braquage de la voiture qui est un peu juste. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un rayon de braquage de paquebot, faut pas exagérer. C'est juste un peu juste. Par rapport à tout ce que j'ai produit jusqu'à présent, c'est un peu juste. Après franchement ça va. Il y a largement pire. Mais voilà, faut le dire, faut le souligner. Un des derniers points. Ce qui est bien avec un toit ouvrant, c'est que c'est un toit ouvrant. Ce qui est chiant avec un toit ouvrant, par contre, c'est que c'est bruyant. Alors je vais vous faire la démonstration. On va l'ouvrir. Alors là je suis à 60 km/h. C'est un peu bruyant mais ça va encore. On s'entend parler dans la voiture. Et on va dépasser les 80 km/h. Mais plus on va accélérer, plus ça va être assourdissant, jusqu'à arriver à 100 km/h où en général on referme le toit ouvrant. Démonstration. 80, 90. Voilà, on s'entend plus. Et personnellement, j'ai pas poussé le vis à essayer sur l'autoroute. Hein. Et on va pas se mentir, pour tracter les 1 tonne 3 à sec, c'est bien ce qui lui manque un turbo. Enfin, exactement, si la voiture ne criait pas autant sport, ce serait largement suffisant. Mais le moteur est assez creux en dessous de 4500 tours minute, et au-delà, dès qu'il commence à s'énerver, il s'étouffe dans son échappement Euro 6. Du coup, quand on appuie sur la pédale, ça ne marche que si on laisse le moteur monter dans les tours. Et il marcherait tellement mieux dans les tours avec un échappement typé sport, malheureusement illégal sur nos routes. Après, si on le laisse faire, il emmène sans problème bien au-delà des vitesses légales. Mais ça arrache pas le bitume, ça bouscule pas les passagers. Pour comparer, la série 1 essayée précédemment pousse bien plus fort. En fait, le vrai défaut de ce moteur, c'est qu'il est sage, beaucoup trop sage. Il ne correspond pas au look général de la voiture. Du coup, est-ce que cette voiture est une bonne voiture pour se la péter Tokyo Drift? Eh ben, j'ai revu le film récemment et Anne se moque des Hyundai dans le film, prétextant que ce ne sont pas des bonnes voitures pour se faire du drift. Et il a raison, Hyundai font des voitures fiables, pas des monstres de puissance qui nécessitent des entretiens tous les 4 matins. Alors forcément, il y a une voiture qui a de la marge un peu partout sur les pièces, du coup, qui est très sage, mais ça n'empêche, c'est une très bonne voiture. C'est sûr, si tu cherches à claquer des chronos sur le circuit, tu seras déçu. Si tu cherches à gagner la course au feu rouge, tu seras déçu. Par contre, si tu veux une belle voiture, avec plein d'équipements, pour franchement pas cher, et qui t'emmerdera jamais avec le garagiste, là t'as une bonne voiture. Après ça n'empêche, il y a quand même 140 chevaux, hein, faut pas déconner non plus, c'est pas une Twingo. Hein. Mais pour ça jouer Tokyo Drift, du coup, bah c'est raté. Après si tu veux quand même essayer de te la jouer Tokyo Drift, il y a la version turbo. Elle est un peu plus chère, elle est plus compliquée à trouver, mais le turbo règle tous les problèmes qu'on a trouvés sur cette voiture. Allez, salut les goupilles.